L'omniprésence d'un nom. Il est fort probable qu'aujourd'hui même, vous ayez utilisé une technologie issue de l'une des plus anciennes dynasties industrielles d'Europe. Que ce soit en prenant un ascenseur, en montant dans un train ou en traversant un pont en acier, l'héritage de la famille Krupp est littéralement intégré dans l'infrastructure du monde moderne. Pourtant, derrière cette omniprésence technique se cache une histoire complexe de transmission de capital et de survie corporative. Cette famille, qui a débuté comme de simples marchands, a fini par dominer la sidérurgie mondiale, traversant les monarchies, les républiques et les dictatures, avec une capacité d'adaptation effrayante. Ce qui fascine les historiens de l'économie, ce n'est pas seulement leur ascension, mais leur capacité à conserver leur empire malgré les effondrements géopolitiques successifs qui auraient dû les anéantir. L'histoire de la maison Krupp est l'exemple parfait de la distinction entre le destin des individus et la pérennité de l'entreprise. Alors que les régimes politiques allemands s'effondraient et que les frontières de l'Europe étaient redessinées, l'entité Krupp a perduré, protégée par son importance systémique. D'armurier des rois à fournisseurs de l'effort de guerre industrielle, puis piliers de la reconstruction européenne, ils ont incarné la puissance de l'industrie lourde. Comment une seule famille a-t-elle pu accumuler une telle influence qu'elle est devenue, selon les mots d'un empereur, une institution nationale intouchable ? Cette analyse ne vise pas à juger les hommes, mais à comprendre les mécanismes économiques qui ont permis cette longévité exceptionnelle. Nous allons examiner comment la famille a utilisé les crises, des épidémies médiévales aux guerres mondiales, comme des leviers de croissance externe. Nous verrons comment ils ont éliminé la concurrence, intégré verticalement leur chaîne de production et négocié avec les pouvoirs en place, quels qu'ils soient, pour préserver l'intégrité de leur patrimoine. C'est une étude de cas sur la relation symbiotique entre l'État et l'industrie. Le plus surprenant dans cette saga n'est pas leur chute, mais leur absence de chute définitive. Même après avoir été au cœur de l'économie de guerre la plus destructrice de l'histoire, utilisant une main-d'œuvre forcée massive pour maintenir la production, l'empire Krupp a été restauré. Les impératifs de la guerre froide et la nécessité de l'acier pour l'économie mondiale ont prévalu sur les sanctions. Le capital a été jugé trop important pour être démantelé, illustrant une réalité économique cynique mais constante. Certaines entités sont « too big to fail », trop grosses pour faire faillite. Aujourd'hui, le nom Krupp a fusionné avec son rival historique pour former un géant technologique, ThyssenKrupp. Les visages des fondateurs ont disparu, remplacés par des conseils d'administration et des actionnaires, mais la structure qu'ils ont bâtie demeure. Pour comprendre le capitalisme industriel européen, il faut comprendre comment cette famille a transformé le fer en or et comment elle a réussi à dissocier sa fortune de son destin moral. Voici l'histoire économique de la dynastie Krupp. Chapitre 1. L'accumulation primitive et le pari de l'acier. Les origines de la fortune. Krupp remontent bien avant la révolution industrielle, trouvant leurs racines dans le commerce opportuniste du Moyen-Âge tardif. Arndt Krupp, le premier membre notable de la lignée, a établi le modèle familial en arrivant dans la région de la Ruhr. Alors qu'une épidémie de peste dévastait la population et faisait fuir les propriétaires terriens, il est resté, rachetant des terres et des biens immobiliers à des prix dérisoires. Cette stratégie d'acquisition d'actifs dépréciés en temps de crise, distressed assets, allait devenir une marque de fabrique de la gestion patrimoniale familiale. Acheter quand le sang coule dans les rues, littéralement ou figurativement. Pendant des siècles, la famille s'est contentée d'être des marchands prospères, accumulant lentement du capital sans prendre de risques industriels majeurs. Ce n'est qu'au début du XIXe siècle, avec Friedrich Krupp, que la famille opère son pivot stratégique vers l'industrie. Friedrich comprend que l'avenir n'est plus dans le négoce, mais dans la production, spécifiquement celle de l'acier fondu, une technologie alors dominée par les Britanniques. Son ambition est de briser le monopole anglais et de créer un acier de qualité supérieure sur le continent. Cependant, l'innovation industrielle est coûteuse et risquée. Friedrich investit la quasi-totalité de la fortune familiale dans la recherche et le développement, construisant une fonderie à Essen. Ses premières tentatives sont des échecs techniques et financiers cuisants. Il se heurte à des barrières à l'entrée technologique immense, le secret de l'acier au creuset étant jalousement gardé. La famille passe très près de la faillite totale, illustrant la difficulté de la transition du capitalisme marchand vers le capitalisme industriel. Le contexte géopolitique vient cependant au secours de l'entrepreneur. Le blocus continental imposé par Napoléon coupe l'Europe des produits britanniques, créant soudainement une demande captive pour l'acier local. Friedrich saisit cette opportunité de marché artificiellement créée par la guerre économique. Il commence à fournir de l'acier, non seulement pour des outils, mais aussi pour des ébauches d'armes, vendant indifféremment aux Français et à leurs ennemis, posant les bases de la neutralité commerciale de la firme. Malgré ces opportunités, à la mort de Friedrich en 1826, l'entreprise est encore fragile, techniquement endettée et minuscule par rapport à ses concurrents.
Il laisse à son fils, Alfred, non pas un empire, mais un atelier au bord de la fermeture et un secret de fabrication imparfait. C'est à ce moment précis que l'histoire aurait pu s'arrêter, transformant les Krupp en une note de bas de page de l'histoire industrielle allemande. Mais la transmission du savoir-faire et la persévérance vont payer. La famille avait sécurisé des actifs fonciers et des droits miniers qui allaient se révéler cruciaux. L'accumulation primitive réalisée par les ancêtres marchands a servi de coussin de sécurité, permettant à l'entreprise de survivre aux années de vache maigre de l'expérimentation industrielle. Le pari de l'acier était lancé, mais il fallait un visionnaire pour le transformer en monopole. C'est ici qu'intervient la notion de temps long dans le capitalisme familial. Contrairement aux sociétés par action qui cherchent le profit trimestriel, les Krupp pouvaient se permettre des décennies de pertes pour sécuriser une technologie dominante. Cette vision à long terme, combinée à une conjoncture favorable, allait permettre l'émergence du véritable fondateur de la puissance moderne de la firme. Chapitre 2. Alfred le Grand et l'intégration verticale. Alfred Krupp, qui reprend l'affaire à 14 ans, est la figure centrale qui va transformer l'atelier d'Essen en un conglomérat mondial. Sa compréhension du marché était double. D'une part, la nécessité de l'excellence technique, et d'autre part, l'importance du marketing spectaculaire. Il perfectionne le procédé de l'acier fondu et réalise sa première percée majeure, non pas avec des armes, mais avec le chemin de fer. Il invente la roue de train sans soudure, un produit qui devient le standard mondial, garantissant des revenus récurrents massifs, alors que l'Europe et l'Amérique se couvrent de rails. Cependant, Alfred comprend que pour sécuriser l'avenir de l'entreprise, il doit devenir indispensable à l'État. Il se tourne vers l'armement, appliquant sa technologie de l'acier à la fabrication de canons. Jusqu'alors, les canons étaient en bronze, moins résistants et moins précis. Lors de l'exposition universelle de Londres en 1851, il dévoile un canon en acier massif qui stupéfie le monde industriel. C'est un coup de maître marketing qui positionne la marque Krupp comme le sommet de la haute technologie de l'époque. La stratégie d'Alfred repose sur une relation symbiotique avec la Prusse. Il devient le Kanonkönig, le roi des canons, fournissant à l'armée prussienne une artillerie qui lui donnera un avantage décisif lors de la guerre de 1870 contre la France. Cette victoire militaire valide la supériorité technologique de Krupp et transforme l'entreprise en un instrument de la politique étrangère allemande. Les commandes affluent du monde entier. L'entreprise arme simultanément des dizaines de nations, y compris des ennemis potentiels de l'Allemagne, toujours dans une logique de pur profit commercial. Sur le plan organisationnel, Alfred est un pionnier de l'intégration verticale. Il ne veut dépendre de personne. Il achète des mines de charbon et de fer pour sécuriser ses matières premières, construit ses propres réseaux de transport et développe même une flotte de navires. L'usine d'Essen devient une ville dans la ville, avec ses propres logements, hôpitaux et systèmes de retraite pour les ouvriers. Ce paternalisme industriel vise à fidéliser la main-d'œuvre et à éviter les grèves, assurant une production ininterrompue. La gestion d'Alfred est caractérisée par un contrôle absolu. Il rédige le Règlement général, une constitution interne de l'entreprise qui codifie chaque aspect du travail, instaurant une discipline quasi-militaire. Il refuse la transformation de l'entreprise en société anonyme, voulant garder le contrôle familial total. Pour lui, le capital doit rester indivis pour maintenir la puissance de frappe industrielle. À sa mort en 1887, Krupp est la plus grande entreprise industrielle d'Europe, employant 20 000 ouvriers. Alfred a réussi à créer un État dans l'État. Il a établi un modèle où l'intérêt de la famille Krupp est confondu avec l'intérêt national allemand. Les souverains et les chefs d'État ne visitent pas seulement Berlin, ils visitent la Villa Hügel, la résidence pharaonique des Krupp, pour rendre hommage à la puissance industrielle. L'héritage d'Alfred est la création d'un monopole naturel sur la technologie de guerre et d'infrastructure. Il a démontré que la maîtrise des matériaux de base, charbon, acier, et leur transformation en produits finis stratégiques, canons, rails, était la clé de la domination économique au XIXe siècle. Il laisse à son fils, Friedrich Alfred, un empire consolidé, prêt à entrer dans l'ère de la production de masse et de la mondialisation financière. Chapitre 3. L'expansion et la guerre totale, 1914-1918. Sous la direction de Friedrich Alfred, puis de sa fille Bertha et de son mari Gustav von Bohlen, un Talbach, qui prend le nom de Krupp par décret impérial pour préserver la marque, l'entreprise entre dans l'ère de la finance. Friedrich Alfred comprend que l'industrie lourde nécessite des capitaux énormes. Il tisse des liens étroits avec les grandes banques allemandes, intégrant l'entreprise au cœur du capitalisme financier naissant. C'est l'époque de la rationalisation, où les cartels industriels se forment pour contrôler les prix et les marchés. La proximité avec le Kaiser Guillaume II devient presque familiale. L'empereur considère Krupp comme un atout stratégique personnel.
Cette relation privilégiée garantit à la firme un monopole de fait sur les commandes de la marine impériale, alors en pleine course aux armements avec la Grande-Bretagne. Krupp développe des plaques de blindage révolutionnaires et des canons navals géants, profitant directement de la montée des tensions géopolitiques en Europe. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, l'Empire Krupp tourne à plein régime. Les profits explosent, l'entreprise double ses effectifs et ses capacités de production en 4 ans. Elle devient l'archétype du profiteur de guerre, vendant non seulement à l'Allemagne, mais percevant aussi des royalties sur des brevets utilisés par les Britanniques, via des accords d'avant-guerre sur les fusées d'obus, illustrant l'aspect supranational du capital technologique. Cependant, la guerre totale pousse l'entreprise à intégrer des concurrents et à absorber des ressources immenses. C'est à cette époque que la rivalité avec la famille Thyssen, un autre géant de l'acier de la Ruhr, s'intensifie. Thyssen représente un modèle plus libéral et moins lié à la cour impériale, mais les nécessités de la guerre forcent une collaboration de fait au sein de l'économie planifiée de guerre. L'industrie allemande devient une machine unique, dont Krupp est le moteur principal. La défaite de 1918 aurait dû marquer la fin de l'entreprise. Le traité de Versailles ordonne le démantèlement de l'industrie d'armement allemande et la destruction des machines-outils de Krupp. Les Alliés veulent briser le bras armé de l'Allemagne. Les actifs étrangers sont saisis et l'entreprise perd une part significative de sa valeur. C'est une crise existentielle majeure pour le modèle basé sur l'armement. Mais Gustav Krupp fait preuve d'une résilience stratégique remarquable. Au lieu de disparaître, il diversifie l'entreprise vers la production civile. Locomotives, camions, machines agricoles et même des prothèses dentaires en acier. Plus important encore, il préserve le savoir-faire militaire dans le plus grand secret. Des accords clandestins sont passés avec des pays étrangers pour continuer la recherche et le développement d'armes hors du sol allemand, en Suède et aux Pays-Bas notamment. Cette période de l'entre-deux-guerres montre la capacité du capital industriel à hiberner. Les usines sont converties, mais les plans, les ingénieurs et la structure de capital restent prêts à être réactivés. Gustav Krupp maintient l'unité du conglomérat contre vent et marée, refusant de licencier son noyau dur d'ouvriers qualifiés. Il prépare, consciemment ou non, le terrain pour le réarmement qui suivra, prouvant que les traités politiques ont peu de prise sur la réalité industrielle à long terme. Chapitre 4. L'intégration dans l'économie de guerre. Nazi. L'avènement du Troisième Reich présente un nouveau dilemme et une opportunité pour les Krupp. Initialement sceptique face à ce mouvement populiste, Gustav Krupp, comme beaucoup d'industriels conservateurs, finit par voir dans le nouveau régime la promesse d'un ordre restauré et, surtout, d'un réarmement massif. Le pacte du diable. Économique est scellé. En échange de la stabilité sociale, fin des grèves et des syndicats communistes, et de commandes d'État illimitées, l'industrie se met au service des objectifs du régime. Sous la direction effective du fils, Alfred Krupp, qui prend progressivement les rênes, l'entreprise devient un pilier central de l'économie de guerre. La logique de profit s'aligne parfaitement avec l'expansionnisme territorial. À mesure que l'armée allemande avance en Europe, Krupp acquiert des usines et des mines dans les territoires occupés, souvent en absorbant les actifs de concurrents locaux ou de propriétaires spoliés. C'est une période de croissance externe agressive soutenue par la force militaire. Le point le plus sombre de cette histoire économique est l'utilisation massive de la main-d'œuvre forcée. Dans une logique purement utilitariste de réduction des coûts et de maintien de la production face à la pénurie de main-d'œuvre allemande, partie au front, l'entreprise intègre des dizaines de milliers de travailleurs forcés et de prisonniers de guerre dans ses usines. L'analyse des archives montre que cela a été traité comme une simple variable d'ajustement logistique par la direction, une ressource comme le charbon ou l'acier. La Lex Krupp, un décret spécial signé par Hitler en 1943, illustre le statut unique de la famille. Ce décret permet à l'entreprise d'éviter les droits de succession normaux et garantit que l'Empire restera la propriété exclusive d'un seul héritier, Alfred, évitant la fragmentation du capital. L'État modifie ses propres lois fiscales et successorales pour préserver l'intégrité d'une entreprise privée, reconnaissant implicitement que la survie de Krupp est vitale pour la survie de l'Allemagne. Cette période voit l'apogée de la puissance industrielle de la firme, mais aussi sa destruction physique. Les Alliés, reconnaissant Krupp comme le cœur de la bête, bombardent Tessen sans relâche. L'infrastructure est réduite en cendres, mais la structure corporative et les actifs financiers, eux, survivent. Les usines peuvent être détruites, mais les titres de propriété, les brevets et les comptes bancaires, souvent à l'étranger, demeurent. Alfred Krupp dirige l'entreprise jusqu'au dernier jour de la guerre, maintenant la production coûte que coûte. Lorsque les troupes américaines entrent dans la Villa Hügel et arrêtent Alfred, l'Empire semble fini. Ces usines sont des ruines, sa main-d'œuvre est dispersée, et sa direction est en prison face à des accusations criminelles majeures.
C'est le point bas absolu de la dynastie. Pourtant, même au cœur de cette débâcle, la logique économique commence déjà à préparer l'avenir. Les actifs de Krupp représentent une part si importante de la capacité de production européenne que leur démantèlement total poserait un problème économique majeur pour la reconstruction du continent. La question qui se pose aux Alliés n'est pas seulement morale, elle est pragmatique. Peut-on reconstruire l'Europe sans l'acier de la Ruhr ? Chapitre 5. Le jugement, le pardon et la restauration. Le procès de Nuremberg, procès des industriels, condamne Alfried Krupp à 12 ans de prison et ordonne la confiscation de tous ses biens. C'est une sentence historique qui semble marquer la fin du pouvoir des grandes dynasties industrielles allemandes. Cependant, la géopolitique va rapidement l'emporter sur la justice punitive. La guerre froide s'installe, et les États-Unis réalisent qu'ils ont besoin d'une Allemagne de l'Ouest forte et industrialisée pour servir de rempart contre l'Union soviétique. Dès 1951, le haut-commissaire américain en Allemagne, John G. McCloy, accorde une amnistie controversée. Alfried Krupp est libéré après seulement 3 ans de prison. Plus stupéfiant encore, la confiscation de ses biens est annulée. Il récupère le contrôle de son empire, à l'exception des mines de charbon et d'acier qu'il est théoriquement obligé de vendre, une promesse qui sera retardée indéfiniment. Cette décision est purement économique. Les Alliés estiment que seul un management expérimenté comme celui des Krupp peut relancer la production d'acier assez vite pour soutenir la reprise européenne. Le retour d'Alfried à Essen est triomphal. Il remet en marche la machine industrielle avec une efficacité redoutable. En moins d'une décennie, Krupp redevient l'une des plus grandes entreprises d'Europe. Il profite du miracle économique allemand, Wirtschaftswunder. L'entreprise se diversifie massivement, construisant des usines clés en main dans le monde entier, du Brésil à l'Inde, devenant un ambassadeur de l'ingénierie allemande. Cette restauration démontre la résilience extrême du capital établi. Malgré la destruction physique des usines et la condamnation morale, le réseau d'influence, la connaissance technique et la position de marché de Krupp étaient des actifs intangibles, impossibles à détruire. Les banques, rassurées par le retour de la famille, ouvrent à nouveau les lignes de crédit. L'entreprise se réinvente, passant de l'armement à l'équipement industriel lourd. Pendant ce temps, la concurrence, notamment Thyssen, subit un processus similaire de déconcentration puis de reconcentration. Les grands cartels de l'acier se reforment sous de nouvelles apparences. L'industrie allemande retrouve sa structure oligopolistique traditionnelle. Krupp symbolise cette continuité. Les régimes passent, mais les hauts fourneaux restent. Alfried devient à nouveau l'homme le plus riche d'Allemagne, un milliardaire respecté et reçu par les chefs d'État. Cependant, la structure interne de l'entreprise reste archaïque. Alfried refuse toujours de transformer la firme en société par action publique, la gérant comme un fief personnel. Cette rigidité, qui a fait la force de la famille pendant un siècle, va devenir sa faiblesse dans une économie mondiale de plus en plus complexe et financiarisée. Le modèle du propriétaire unique atteint ses limites face aux besoins de capitaux gigantesques de l'industrie moderne. La fin des années 1960 marque le tournant. Une récession économique en Allemagne révèle la fragilité financière de l'empire Krupp, lourdement endetté à court terme pour financer ses investissements à long terme. Pour la première fois, la famille ne peut plus faire face seule aux créanciers. L'État allemand doit intervenir, non plus pour donner des commandes, mais pour sauver l'entreprise de la faillite bancaire. C'est le début de la fin pour le contrôle familial direct. Chapitre 6. La fin de la dynastie et la fusion historique. La crise financière de 1967 force une restructuration radicale. Pour obtenir les garanties de l'État nécessaires à la survie de l'entreprise, Alfried Krupp doit accepter l'inacceptable, transformer l'entreprise familiale en une société de capitaux et ouvrir le conseil d'administration. De plus, la question de la succession se pose avec acuité. Son fils unique, Arndt von Bohlen, un Talbach, est l'antithèse de ses ancêtres. Playboy notoire, vivant dans le luxe entre Palm Beach et Marrakech, il n'a aucun intérêt pour l'acier, le charbon ou la gestion d'entreprise. Dans un dernier acte de gestion patrimoniale froide, Alfried décide de séparer la famille de l'entreprise pour sauver l'œuvre de sa vie. Il convainc son fils Arndt de renoncer à son héritage industriel. En échange d'une rente annuelle généreuse, environ 2 millions de marks par an, garantissant son train de vie, Arndt cède tous ses droits sur la compagnie. À la mort d'Alfried en 1967, la dynastie industrielle s'éteint techniquement. L'entreprise devient la propriété d'une fondation à but non lucratif, la fondation Alfried Krupp von Bohlen, un Dalbach, qui supervise désormais le conglomérat. Cette transition marque le passage du capitalisme familial au capitalisme managérial. L'entreprise n'est plus dirigée par le sang, mais par des technocrates. Arndt, le dernier de la lignée, meurt en 1986, sans enfant, mettant fin à 400 ans d'histoire familiale directe. Mais la marque Krupp, elle, continue de prospérer. La fondation utilise les dividendes pour financer la science, l'art et la culture,
une tentative de blanchiment de l'héritage historique par la philanthropie. Les décennies suivantes sont marquées par la consolidation du secteur de l'acier européen. La concurrence mondiale s'intensifie. Pour survivre, les anciens rivaux doivent s'unir. En 1999, l'impensable se produit. Krupp fusionne avec son ennemi historique de la Ruhr, Thyssen. Le nouveau géant, ThyssenKrupp, devient l'un des plus grands conglomérats industriels du monde, spécialisé dans les ascenseurs, les sous-marins, les composants automobiles et l'acier. Cette fusion est l'aboutissement logique de l'histoire économique allemande. Les deux familles, qui ont armé l'Allemagne et dominé son industrie pendant un siècle et demi, finissent réunies sous un même logo corporatif. Ironiquement, alors que les lignées biologiques se sont éteintes ou éloignées du pouvoir, les entités juridiques qu'elles ont créées se sont révélées immortelles. L'ascenseur que vous prenez le matin porte encore leur nom, indifférent à l'histoire tumultueuse de ses fondateurs. L'histoire de Krupp est une leçon sur la nature du capital. Il est agnostique, amoral et résilient. Il s'adapte aux dictatures comme aux démocraties. Il survit aux guerres qu'il alimente. La famille Krupp a prouvé qu'avec suffisamment d'influence systémique, une entreprise peut devenir trop importante pour disparaître, transcendant les crimes et les erreurs de ses propriétaires temporaires. Le nom reste, gravé sur l'acier, symbole ultime de la permanence industrielle.